Alors, est-ce que ça marche? Oui. Très bien. S'il vous plaît, vous pouvez soulever un tout petit peu. Merci. Bon. Eh bien, merci beaucoup de votre présence et surtout de votre fidélité. Donc, ce soir, on va parler de l'année 1863, qui est une année étape, une année primordiale dans l'histoire de l'art en général et du 19e siècle en particulier. Parce que c'est le fameux salon des refusés. Donc je vais essayer de vous montrer, mais avant, déjà, 1863, c'est la mort de Delacroix. Donc j'ai mis un petit article du Figaro qui expliquait que Eugène Delacroix est mort à Paris. Mais c'est aussi l'année de naissance de Paul Signac. Donc je ne vais pas tout lire, mais il a écrit un ouvrage tout à la fin du 19e siècle qui s'appelle d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, qui fait le parallèle entre le peintre de la couleur, qui était Delacroix, l'impressionnisme jusqu'au néo-impressionnisme. Et donc je trouvais ça intéressant de vous dire qu'en 63, il y avait donc Delacroix qui était décédé et Signac qui sera donc l'un des deux, on va dire, chefs de file du néo-impressionnisme, ce qu'on appelle très rapidement le pointillisme, ce qui n'est pas tout à fait, qui n'est plus d'actualité. Maintenant, on parle plus de divisionnisme, mais montrer que 1963, donc, c'est la fin de la première moitié du 19e siècle, puisque 4 ans après, en 1867, c'est la mort d'Ingres. Et donc Ingres et Delacroix sont les deux grands peintres de la première moitié du 19e siècle. Donc là, on rentre vraiment dans un autre 19e siècle, après la mort de ces deux grands géants. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps, parce que sinon... Le salon des refusés. Dans les années 1860, la libéralisation du règne de Napoléon III permet un grand coup d'éclat. Ainsi encouragé par l'empereur lui-même, un contre-salon est créé qui prend le nom de Salon des refusés. On y trouve les œuvres des peintres qui n'ont pas été sélectionnées par le jury d'admission du salon de 1863, le salon officiel. Dans le Moniteur universel, il y a eu cette annonce. De nombreuses réclamations sont parvenues à l'empereur au sujet des œuvres d'art qui ont été refusées par le jury de l'exposition. Sa Majesté, voulant laisser le public juge de la légitimité de ces réclamations, a décidé que les œuvres d'art refusées seraient exposées dans une autre partie du Palais de l'Industrie. Alors, le Palais de l'Industrie, il n'existe plus. Il a été remplacé au moment de l'exposition universelle de 1900 par ce qu'on connaît maintenant, le Petit Palais et le Grand Palais. Et le Palais de l'Industrie, il avait été construit pour la première exposition universelle de 1855 à Paris. Donc il est rive droite. Parce que je dis ça, parce que la prochaine fois, quand j'expliquerai le japonisme et l'exposition universelle de 1867, les expositions universelles, après, toutes les expositions universelles françaises auront lieu rive gauche sur le champ de Mars. Cette exposition sera facultative et les artistes qui ne voudraient pas y prendre part n'auront qu'à informer l'administration qui s'empressera de leur restituer leurs œuvres. Donc cette décision, elle fut vraiment contestée par l'Académie des Beaux-Arts, les académiciens, et les artistes officiels de l'époque, bien sûr. Mais c'est une initiative de cet homme-là. Rappelons qu'à l'époque, le salon est l'unique façon pour un artiste de se faire connaître et d'acquérir une reconnaissance officielle, unique moyen d'obtenir des commandes publiques et une clientèle. Donc ce salon des refusés, ouvert le 15 mai 1863 en marge du salon officiel, est la bienvenue pour de très nombreux artistes qui étaient trop souvent, on va dire, refusés. Par comparaison, le salon officiel, vous voyez, c'est plus de 1600 exposants et presque 3000 œuvres. Bien sûr, le salon des refusés, dans le livret,
410 exposants et presque 800 œuvres. En réalité, il y en a eu beaucoup plus que ça, parce que, comme ça a été précipité, eh bien, le livret était vraiment incomplet. Il ne reflétait pas du tout la réalité. À peu près, d'après les historiens, donc d'art, 870 exposants et à peu près 1200 œuvres quand même dans ce salon des refusés. D'ailleurs, quand on lit quand on parle de 1863, on dit que sur les 5000 œuvres présentées au jury, il y en a eu 3000 de refusés. Mais tout ça, c'est repris, mais c'est complètement faux. Hein. Là, donc, je vous ai dit, en fait, les historiens, ils en sont à 1200 œuvres exposées. Là, c'était pas... Et puis, regardez, 3000 œuvres. Donc, s'il y avait sur les 5000, 3000 refusés, il n'y aurait que 2000 normalement officiels, alors que l'officiel, il y en a déjà 3000. Donc, mais si vous prenez n'importe quel article qui parle de cette année-là, on a tout le temps 5000 œuvres présentées, 3000 refusées. Bon, je sais pas, il y en a un qui a plus de ça, puis après tout le monde répète la même chose. En tout cas, je vais... le critique d'art Gaëtan Picon a écrit donc cet ouvrage, 1863, Naissance de la peinture moderne, et il écrit ceci, avec le Salon des refusés, qui en 1863 à Paris fait face au salon officiel, un âge nouveau commence, celui de l'impressionnisme et au-delà de l'art moderne. Pour la première fois apparaît nettement l'opposition, qui ne cessera plus, entre un art mainteneur de convention et un art d'invention permanente. Héros du salon des refusés, Manet représente avec éclat cet art nouveau fondé non plus sur ce qu'on sait ou imagine, mais sur ce que l'on voit. Et je vais vous expliquer tout ça après. Une philosophe, Carole Talon-Hugon, qui écrit dans cet ouvrage Modernité, elle écrit ceci: « Le salon des refusés fut un événement considérable. Il était le désaveu du jury d'admission et au-delà de l'institution académique elle-même. Mais surtout, ce désaveu était reconnu par l'État lui-même. À partir de 1863 apparaissent ainsi deux régimes parallèles. La production académique se poursuit et donne lieu à de belles réussites, mais contre elle, un milieu artistique bohème prend forme dont les logiques n'ont rien à voir avec l'existant. » Et enfin, troisième extrait d'un ouvrage d'une historienne, Les avant-gardes artistiques, qui écrit « On a pris l'habitude de faire commencer l'histoire de la modernité artistique au Salon des refusés de 1863. Si tant est qu'il faudrait donner une date de naissance précise à l'art moderne, donc à l'avant-garde comme position sociale, on se trompe doublement. De 8 ans dans les faits et de 15 ans par la symbolique et le politique. » Alors j'explique. 8 ans dans les faits, ça remonte à 1855. 1855, c'est l'année de l'exposition universelle, la première exposition universelle parisienne. Gustave Courbet, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait son pavillon du réalisme. Donc, il a défié d'une façon tout à fait personnelle, c'est pas un groupe, tout seul, il a défié l'Académie en élevant ce pavillon du réalisme. Donc, l'art moderne pourrait commencer si on doit donner une date à cette date-là. Mais 15 ans pour la symbolique et le politique, c'est 1848. Et 1848, bien sûr, c'est la Révolution, avec la naissance de la Deuxième République. Et donc là, les artistes veulent beaucoup plus de liberté, et d'ailleurs, ils obtiennent tout de suite, puisqu'il n'y aura pas de jury. Par contre, il y aura pléthore d'œuvres présentées, ce qui sera impossible, et le jury reviendra tout de suite après, parce que c'était impossible de tout exposer. Mais en 1948, ça s'est fait. Donc, pour cette historienne-là, ah oui, j'ai mis que l'État achète quand même en 1849, donc on est sous la Deuxième République, elle achète donc ce tableau, je vous l'avais expliqué quand je vous ai parlé de Courbet, ce tableau-là, et
L'année d'après, il y en a un autre, l'incendie d'Alexandre Antigna, donc des tableaux réalistes. Nous sommes en pleine période du réalisme, et donc la Deuxième République va essayer de soutenir ces peintres réalistes. Donc, en fait, pour cette historienne, Béatrice Joyer-Prunel, la modernité artistique serait née symboliquement et politiquement à la Révolution de 1948 et à la naissance de la Deuxième République, et dans les faits, par l'acte hautement indépendant de Gustave Courbet, avec son exposition personnelle d'œuvres réalistes lors de l'exposition universelle de 1855 à Paris. Donc, la naissance de Galton Picon, qui disait 1863, naissance de la modernité, ça serait plus, pour elle, ça serait plus 1855. Alors, je vais essayer d'expliquer la différence entre cet art académique et cet art dit moderne. La deuxième moitié donc, du XIXe siècle est à la fois le siècle de l'art académique, et là, c'est bien sûr le tableau d'Alexandre Cabanel, représenté la naissance de Vénus, et en même temps, donc ça c'est l'art dominant du XIXe siècle, c'est l'art académique. Et en même temps, on a donc une violente remise en cause qu'on va appeler l'art moderne, et qui sera présenté par le tableau d'Édouard Manet. Ces deux tableaux ont été présentés au jury du salon de 1863. Et vous avez compris que le premier va être accepté et que le deuxième ne sera pas accepté. Donc, en fait, cet art académique, j'ai écrit que c'était une peinture narrative. Elle raconte une histoire humaine, présente ou passée, une histoire biblique ou mythologique. Elle suppose donc une culture humaniste, chez le peintre comme chez le spectateur qui regarde le tableau. Donc on est dans la peinture d'histoire, et donc vous savez que dans la hiérarchie des genres depuis le XVIIe siècle, la peinture d'histoire, elle est tout en haut, et tout en bas c'est la nature morte. Hein. Donc la peinture d'histoire, le grand genre, c'est une peinture narrative. C'est une peinture lisible. On doit apprendre à lire le tableau pour le comprendre. Sinon, comment comprendre ce que c'est que cette femme allongée nue sur l'eau, comme ça, si on ne connaît pas l'histoire mythologique de Vénus et comment elle est née, ben, on ne peut pas comprendre. Donc, on doit apprendre à lire, comme quand on est à l'école, on apprend à lire, pour lire tous les textes, et bien là, on doit apprendre à lire. Donc, je peins ce que j'ai appris, ce que je sais. De l'autre côté, c'est une peinture sans histoire. Georges Bataille a appelé ça le silence de la peinture. C'est une peinture silencieuse qui ne raconte plus rien. Elle s'est libérée du discours, elle ne raconte plus d'histoire, donc on appelle ça une peinture de genre, c'est un genre donc dit mineur, comme le paysage, les natures mortes, etc. Et donc j'ai écrit que c'était une peinture visible. On voit de la peinture. Et d'ailleurs là, on ne peut pas le voir, mais si on avait les deux tableaux sous les yeux, à gauche on a une peinture lisse, on ne voit aucun coup de pinceau. Donc, et par contre, de ce côté, on voit la peinture. Parce que les coups de pinceau, on les voit vraiment. Et donc, c'est une peinture, j'ai mis « je peins ce que je vois ». Et donc, cette peinture académique, c'est donc une peinture intellectuelle qui fait appel au cerveau, puisqu'on est dans la connaissance. Par contre, pour l'art moderne, on est dans une peinture optique qui passe seulement par les yeux. Voilà. Donc ce tableau, bien sûr, la naissance de Vénus a été acheté par Napoléon III, bien sûr. 20 000 francs quand même à l'époque, c'était une grosse somme. Par contre, le tableau de Manet, bien sûr, a été refusé et sera présenté au salon des refusés. Il y en a eu d'autres, hein. Félix Bracquemond, qui va participer à quelques expositions impressionnistes plus tard. C'est un graveur. Il a été donc refusé. D'ailleurs, sa femme, Marie Bracquemond, sera aussi
expositions impressionnistes. Cals, c'est le plus vieux. Il avait entre 50 et 60 ans, là. Il avait été refusé, donc il participe au Salon des refusés, avec donc ce tableau de genre. Fantin-Latour, c'est celui qui a fait tous les tableaux de groupe que je vous avais montré, le hommage à Delacroix par exemple. Fantin-Latour, lui il est jeune et il est au Salon des refusés avec la Féerie. Armand Guillaumin, alors Armand Guillaumin, c'est un peintre qui va faire presque toutes les expositions impressionnistes et qui, malgré tout, je ne comprends pas, franchement, je trouve, si vous êtes allé dans la Creuse, à Crozant, c'est le chef de file de Crozant, il a une peinture extraordinaire qui a bien évolué il a donc participé à 5 ou 6 expositions impressionnistes sur les 8, et il est hors radar, on n'en parle jamais. Dans tous les textes, on ne parle jamais de lui, c'est affolant. Là, j'ai pris sur internet un document qui va sortir bientôt pour parler donc de cette première exposition impressionniste. On parle de tout le monde, mais de lui, il n'y est pas. Alors qu'il était même dans la première exposition impressionniste, il était. C'est un grand copain à Pissarro. Je ne comprends pas pourquoi on l'oublie. Mais je demanderai un jour au musée là-bas. J'essaierai de trouver quelqu'un pour me... Ensuite, il y a John King, donc un des 2 maîtres de Monet, qui est dans le Salon des refusés. Il y a Pissarro, donc Pissarro avec la tour Télégraphe de Montmartre. Et puis il y a Whistler. Alors je ne vais pas en parler beaucoup, puisque la prochaine conférence, j'irai plus loin sur sa vie et sur cet homme-là. Dans l'hiver 61-62, il peint ce portrait à Paris, en pied, de sa maîtresse, Johanna Ifferman, qui est également le modèle de Courbet, et qui va se disputer avec Courbet à cause de cette femme. Ça arrive souvent, ça. Refusé par le jury, ce tableau, donc la dame en blanc, ou la jeune fille en blanc, ce tableau a été refusé déjà à la Royal Academy, parce que je vous expliquerai, Whistler, il a fait sans arrêt des allers-retours entre Londres et Paris. En 62, donc, il a été refusé, puis en 63 aussi, c'est pour ça qu'il se retrouve dans le Salon des refusés à Paris en 63. Et la presse va parler de beaucoup de tableaux, mais les 2 qui vont ressortir sur l'ensemble de la presse de 1863, c'est les 2 tableaux des refusés, à savoir Le déjeuner sur l'herbe de Manet et la jeune fille en blanc de Whistler. C'est les 2 tableaux qui ont le plus d'articles. Et donc je vous expliquerai la prochaine fois, parce que là, quand on voit ce tableau, on ne comprend pas pourquoi il a été refusé. En fait, ouais, je peux pas, je vais revenir en arrière. Là, vous voyez, ce tableau, on ne comprend pas pourquoi il a été refusé. Mais il faudra venir la prochaine fois pour le savoir. Alors, non, je me trompe. Voilà. Les refusés de Manet. Alors Manet, donc vous avez compris, le tableau qui va... c'est le bain, parce qu'à l'époque, on ne l'appelait pas le déjeuner sur l'herbe, on l'appelait le bain. Les 2 tableaux ici, avec le costume de Majo, et puis en costume d'Espada, et puis 3 gravures, 3 eaux-fortes. Donc toutes ces œuvres, donc, non, je me trompe. Non, alors c'est pas ça. Hein. Je reviens en arrière. Pourquoi ça n'a pas marché? Et non, ça ne marche pas. Ben, j'ai retiré. Non. J'avais mis partout des étiquettes refusées. Voilà, c'est tout ce que vous n'avez pas vu. Donc je fais une petite conclusion sur cette année-là et ce salon des refusés. Il est des années où la tradition bascule. À la demande de l'empereur Napoléon III a été créé donc un salon des refusés qui regroupe les artistes écartés par le jury, trop sévère à ses yeux, du salon officiel. Installé au Palais de l'Industrie, il a connu un succès de scandale, dont le héros malheureux est Édouard Manet, un peintre de 31 ans qui fait ainsi une entrée fracassante dans le monde de l'art. En fait, quelque part, il va devenir le nouveau chef d'école aux principes révolutionnaires. Il apparaît à beaucoup comme... malgré les moqueries et les colibés, comme le successeur de Delacroix, rejeté lui aussi à ses débuts. Et je pourrais dire qu'il apparaît aussi comme le successeur de Courbet un peu.
puisque Courbet est quand même plus âgé que lui. Ce salon des refusés est l'une des illustrations de l'émergence dans la seconde moitié du XIXe siècle d'une modernité en peinture en opposition avec le goût officiel, la peinture académique. Alors, pourquoi ça fait date, ce salon des refusés, dans l'histoire de l'art? Parce qu'il minait l'infaillibilité de l'Académie des Beaux-Arts. Parce qu'il a légitimé les nouvelles formes d'art d'avant-garde et donc ouvert la voie à l'impressionnisme. Je ne pense pas que Napoléon III il avait pensé à tout ça quand il a... Parce qu'il soulignait la nécessité d'expositions alternatives non officielles, comme le seront les expositions impressionnistes dans les années 70-80. Et enfin, parce qu'il a annoncé la fin officielle du salon, géré par l'État, qui aura lieu en 1880-81. Donc en fait, Napoléon III, vous avez compris que quelque part il avait une petite dent contre l'Académie des Beaux-Arts, qui était trop monarchiste pour lui. Et donc il a trouvé ce moyen parce qu'il y avait de la demande, hein, il y avait beaucoup de peintres, de sculpteurs qui demandaient à pouvoir quand même présenter leurs œuvres. Il a ouvert, moi je le dis comme ça, il a ouvert une boîte de Pandore, il ne savait pas que tout ce que ça allait impliquer par la suite. Alors, beaucoup moins connu, parce que moins médiatisé, il y en a, je l'ai mis pour le savoir, il y a eu 3 autres salons des refusés. En 1974, la même année que la première exposition impressionniste, il y a eu un salon des refusés, en 1875 et en 1886. Mais bon, cela, la presse en a très peu parlé, donc c'est pas quelque chose qui a été comme celle de 1863. Donc, maintenant, j'ai mis ce titre, mais les expositions à la galerie Louis Martinet, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Si le 19e siècle artistique est dominé donc par le système académique, un système, c'est un ensemble de choses, et donc c'est l'Académie des Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts et le Salon, c'est tout un système, donc qui est dominant. Ce système, tout au long du siècle, sera remis en cause par des artistes novateurs qui rechercheront des mécènes et ou s'appuieront sur le système marchand qui va, tout au long du siècle, prendre de l'ampleur. Mais cette remise en cause a aussi eu lieu donc, au sein de l'institution, puisque l'exemple, c'est le Salon des refusés de 1863, qui est à l'initiative de l'empereur lui-même, symptôme d'un salon en crise. Donc, je vais vous montrer quelques fronts qu'il y a eu tout au long de ce 19e siècle. D'abord, vous le savez, le pavillon du réalisme, donc une initiative personnelle d'un peintre qui expose donc à côté du salon officiel ses œuvres. Et à l'exposition universelle de 1867, il recommencera, il réitérera la même chose, il refera un pavillon, Courbet, mais il y aura aussi un autre, c'est Édouard Manet, qui fera aussi la même chose. Donc, mais là on est au-delà de 63, mais quand même, je voulais le préciser. Ça, je vous l'avais raconté, ce qui était là, la première conférence, pardon. Certains ont exposé leurs œuvres dans leur atelier en dehors du salon. Et pourtant, on est en plein néoclassicisme. David, c'est le chef du néoclassicisme. Eh bien, après 4 années de travail, David considère Les Sabines, le tableau que vous voyez en bas à droite, comme son chef-d'œuvre. Il décide de sortir des traditions et organise une exposition publique payante dans son atelier du Louvre, avec un droit d'entrée d'1,80 franc à l'époque. C'est une première. Ce tableau sera ainsi exposé pendant 6 ans, et la somme qu'il va récolter rien qu'avec les droits d'entrée, c'est une somme énorme. Je pense qu'il n'aurait même pas pu le vendre autant s'il l'avait vendu autrement. Donc voilà, un peintre pourtant très officiel qui, dans son atelier du Louvre, puisqu'il y avait des peintres, ils avaient leurs ateliers dans le Louvre avant que Napoléon les sorte du Louvre
pour créer le Muséum central des arts, donc le Louvre. Il a exposé donc dans son atelier en faisant payer le droit d'entrée. Ensuite, Horace Vernet, qui est aussi un peintre reconnu, eh bien, en 1822, il n'a qu'une œuvre d'accepter et toutes les autres refusées. Et cette œuvre acceptée, c'est celle que j'ai mis en bas à droite, c'est le titre « Joseph Vernet, attaché à un mât, étudie les effets de la tempête ». Donc, vous savez, la famille Vernet, c'est une famille de génération en génération. Il y a des peintres. Et donc, en fait, Joseph Vernet, c'est son grand-père, qui était donc au XVIIIe siècle, qui était un peintre de marine. Et donc, ce tableau, parce qu'il représentait sûrement un peintre très connu du XVIIIe siècle, qu'il a passé le jury, et les autres ont été rejetés. Et donc les peintures rejetées en raison de leur prétendu caractère anti-royaliste seront exposées avec d'autres dans son atelier. Et il a même écrit un petit guide, un petit livret, Salon d'Horace Vernet, qui a attiré de nombreux visiteurs. Donc vous voyez que déjà, il y a des artistes, même ceux qui sont déjà reconnus, et connus et reconnus, eh bien, ils font la démarche de présenter leurs œuvres tout seuls. Ensuite, il y a des peintres qui ont prêté leur atelier pour exposer les tableaux refusés de leurs camarades. Par exemple, Ary Scheffer, au salon de 1836, Théodore Rousseau, il présente La descente des vaches dans le Jura, qui est un défi aux conventions académiques. Le peintre avait osé donner à ce paysage l'échelle et l'importance d'un tableau d'histoire. Et donc, ce tableau refusé, c'est Ary Scheffer, dans son atelier, qui l'a exposé. Oui, c'est ce que je viens de dire, mais à ça, ce tableau est aujourd'hui entièrement détruit en raison d'un emploi excessif du bitume. Vous savez, c'est toute une période, là, au XIXe siècle, où les peintres se servaient de bitume, et comme le bitume ne séchait pas comme la peinture à l'huile, les tableaux, petit à petit, ils se noircissaient, et donc le tableau réel, il n'existe plus. Il ne reste plus que cette esquisse, grandeur nature, qui est au musée d'Amiens. François Bonvin, a aussi accepté des peintres refusés, alors que lui, il avait ses tableaux au salon officiel, mais il a accepté de faire un premier salon privé d'artistes refusés dans son atelier. Il a présenté des tableaux d'Henri Fantin-Latour, donc du jeune Henri Fantin-Latour, d'Alphonse Legros, qui a quand même un tableau au salon, mais qui avait d'autres tableaux refusés, donc il se retrouve dans l'atelier de François Bonvin, de James Whistler, hop, là voilà, qui a pourtant 2 eaux-fortes qui ont été acceptées au salon, mais beaucoup d'autres refusés, et puis un qu'on connaît un peu moins, un réaliste un peu plus académique peut-être, Théodule Ribaud, qui a présenté ses œuvres dans l'atelier de François Bonvin. Donc, voilà ah oui, je vous l'ai dit, ça me semble que je vous ai dit que ces 3 peintres ont créé une société des 3. Ils ne se sont pas fatigués pour trouver le titre de la société. Société des 3, qui s'appelait même les Vrais Bons, décident de fonder un groupe informel, la Société des 3. Et en fait, leur but, c'est de s'entraider mutuellement dans la commercialisation de leurs œuvres entre Paris et Londres. Alors, je vous ai déjà dit que Whistler, il faisait des allers-retours entre Paris et Londres. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Mais Legros, il va faire toute sa carrière à Londres. Et par contre, Fantin-Latour, il va faire sa carrière à Paris. Mais le fait de faire passer leurs œuvres d'une capitale à l'autre, ça leur permettait de se faire connaître et d'essayer de vendre leurs œuvres. Mon cher Fantin, écrira un peu plus tard Whistler, nous formons plus que jamais la Société des 3,
Et nous allons faire fortune et rapidement, car soutenir chacun, les deux autres, c'est se soutenir soi-même. Mais ça ne va pas beaucoup marcher. Cette société des trois vise non pas donc à fonder et à promouvoir de nouvelles tendances esthétiques, de nouvelles façons de peindre, mais bien pour ces peintres à prendre leur indépendance par rapport à ce système académique et à son salon, tout en continuant à y participer. Tout le temps, ils essayaient aussi tout le temps de présenter leurs œuvres. Donc vous voyez que avant ce fameux salon des refusés qui a marqué l'histoire de l'art, eh bien, il y a eu plein de petits comme ça des événements. Voilà, là c'est le tableau, l'hommage donc à Delacroix, peint par Fantin Latour qui est ici tout en blanc. Et voilà, les trois ils sont là. On a Le Gros, Whistler et Fantin Latour. Et donc sur ce tableau, donc ça a été fait après 63, donc je vous ai dit que Delacroix était mort en 1863, donc pour le salon de 1864, Fantin Latour a fait ce tableau, et on voit que la rangée du haut, toute la rangée du haut, ce sont des peintres, ici par exemple, ou des graveurs, ici c'est Édouard Manet, donc tous les jeunes se revendiquent de l'héritage de Delacroix, et ici par contre ce sont des critiques. Et ici, vous reconnaissez Baudelaire. Ici, il y a Champfleury. Alors, je crois que c'est Champfleury ici, et c'est Duranty ici. Donc ça, ce sont des critiques qui ont écrit des ouvrages et tout sur le réalisme. Donc, qui se revendiquaient bien de Delacroix. Alors, il y a eu aussi des peintres qui ont essayé de passer dans les salles de vente. L'hôtel Drouot existait au XIXe siècle. Donc la commercialisation directe en vente publique prit son essor à la fin des années 1840 avec les peintres paysagistes. Et même un peu plus tard, en 1975, donc première exposition impressionniste, c'est 1874. Ça a été un échec financier. Pas un échec sur la valeur, mais sur un échec financier. Et donc, la société a été dissoute. Bon, je vous raconterai ça la prochaine fois. Mais Monet, Pissarro et Sisley, Berthe Morisot, eh bien, en 1975, il n'y aura pas d'exposition impressionniste. Il faut attendre 1976 pour qu'il y ait la deuxième. En 1975, ces quatre peintres vont présenter des œuvres à l'hôtel Drouot pour essayer de les vendre. Et déjà en 1958, le père Corot, Camille Corot, à 62 ans, il a fait la même chose. Il est allé à l'hôtel Drouot pour essayer de vendre ses tableaux. Et un de ses élèves, qu'on ne connaît pas beaucoup et pourtant qui est très intéressant aussi, c'est Eugène Lavieille, qui il va répéter même la chose très souvent. Donc en 1860, 67, 73, 78, 84, 87, il va passer par l'hôtel des ventes Drouot. Ce moyen ne réussit guère qu'aux artistes bien placés, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est par défaut puisqu'il était trop souvent aussi refusé, qu'il est passé par la salle des ventes. Et il y a un journaliste qui écrit ceci: c'est un excellent système, donc de passer par l'hôtel des ventes, que celui des expositions et des ventes particulières faites par les peintres. Excellent au point de vue pratique, puisqu'il les soustrait à l'intermédiaire, souvent trop habile ou trop exigeant des marchands de tableaux, et il aurait pu rajouter du salon officiel. Et puis excellent au point de vue artistique, puisqu'il permet de juger un talent sur des faces variées dans son ensemble et dans son milieu. Alors là, ce qu'il veut dire, c'est que vous avez compris qu'il le jury a eu des modalités différentes tout au long du 19e siècle, puisqu'il y avait de plus en plus d'artistes qui voulaient présenter des œuvres. Donc, il y a des années, ils n'avaient droit qu'à présenter que 2 œuvres seulement. D'autres années, c'était 3. Enfin, bon, les règlements a changé tout au long du... Mais là, de présenter les œuvres à l'hôtel Drouot, ça permettait de présenter un éventail d'œuvres pour la vente, ce qui était quand même intéressant pour les artistes.
Et donc j'en viens au titre de ma deuxième partie de la conférence, à ce Louis Martinet. Louis Martinet qui a été un peintre, qui a été élève donc du baron Gros, qui était donc un élève lui de David, on remonte au début du siècle. Donc il a été peintre, mais il a dû abandonner la peinture à cause de maladie de ses yeux. Et donc il est devenu galeriste et même directeur de théâtre. Et entre-temps, il a été même inspecteur de l'administration des Beaux-Arts, chargé de l'organisation des salons officiels. Et en 61, eh bien, il a ouvert sa galerie, la galerie donc Martinet, donc sur le boulevard des Italiens à Paris. Je suis allé un peu vite. Et dans cette galerie, il exposera plein de peintres. La Source d'Ingres, par exemple, ou bien Delacroix, Millet, Dupré, Rousseau, Whistler, Puvis de Chavannes, Courbet, Daumier, Manet. Donc, on est avant 63. On est avant le fameux Salon des Refusés de 63. Et donc, cet homme-là, qui avait été peintre, qui avait une formation de peintre, eh bien, il a ouvert sa galerie privée pour présenter les peintres. Et notamment, vous vous souvenez, quand j'ai présenté à la deuxième conférence le romantisme, j'ai présenté bien sûr ce tableau de La mort de Sardanapale, qui a été donc vraiment vil empilé à cette époque-là, et bien, qui a été d'ailleurs le grand public ne l'a pas revu jusqu'à temps que Martinet le présente dans sa galerie, donc avec un droit d'entrée, pour voir. Mais c'est la seule rétribution, la seule forme de rétribution pour le galeriste qui refusait toute commission sur la vente des œuvres exposées. Donc il était très utopique, en fait, de ne se faire payer si le tableau était vendu, il ne prenait pas une commission, quoi. Donc, Baudelaire qui écrit « Le temps n'est pas éloigné où l'on déclarait impossible les expositions permanentes de peinture. Monsieur Martinet a démontré que cet impossible était chose facile. Tous les jours, l'exposition du boulevard des Italiens reçoit des visiteurs, artistes, littérateurs, gens du monde, dont le nombre va s'accroissant. » Donc, vous voyez, quand on est en dehors de ce système académique, donc avec cette galerie de Louis Martinet. Et en 1862, il crée une société, la Société nationale des beaux-arts, avec le romancier et critique d'art Théophile Gautier, donc je vous ai mis les deux. Ils ont fondé donc cette Société nationale des beaux-arts en rupture avec le salon officiel pour rendre l'art indépendant et apprendre aux artistes à faire eux-mêmes leurs affaires. Donc c'est très important de s'apercevoir qu'il y a plein de choses qui se passent donc avant ce fameux salon des refusés qui a été quelque chose de grandiose aussi, mais il se passait plein de choses déjà avant. En fait, cette Société nationale des beaux-arts, elle a dû cesser ses activités assez vite, en 1865, faute d'une implication suffisante des artistes qui finalement restaient attachés à l'existence du salon officiel, même s'ils demandaient qu'il soit plus ouvert. Et en fait, cette entreprise utopique, première rupture collective avec le salon officiel, ne résistera pas au temps. Le système était trop dominant, quoi. Et il fallait, pour se faire connaître, c'était quand même mieux de passer. D'ailleurs, Édouard Manet n'a jamais participé aux expositions impressionnistes. Il était toujours avec eux, mais il voulait toujours rentrer par la grande porte, par le salon officiel. Et donc là, cette expérience, elle n'a pas pu durer. Louis Martinet, ainsi, loin d'être ce précurseur de la figure moderne du marchand d'art que l'on a fait de lui, Louis Martinet est un farouche opposant à la logique spéculative, qui transforme le commerce de l'art en véritable marché dans son sens le plus économique. En fait, donc, avant ce salon des refusés de 1863, la fronde contre le salon officiel se développa sous différentes formes, comme je vais essayer de vous expliquer, mais ce salon des refusés marque quand même incontestablement un tournant dans la vie artistique française.
Ainsi, en 1867, donc 4 ans après ce salon des refusés, de nombreux jeunes sont refusés au salon. En fait, il n'y a que 2 gars parmi les jeunes peintres, il n'y a que 2 gars et Berthe Morisot qui sont admis au salon. Tous les autres sont refusés. Quand je parle de tous les autres, c'est Basile, c'est Cézanne, c'est Guillaumin, c'est Monet, c'est Pissarro, c'est Renoir, c'est Sisley, tous refusés. Et donc, ils ont projeté de s'organiser pour faire annuellement une exposition de groupe. Ce projet sans lendemain pour l'immédiat fut initié par Frédéric Basile. Et donc, en fait, Frédéric Basile, on le sait, puisqu'il a écrit à sa maman, il écrit ceci. « Nous avons donc résolu de louer chaque année un grand atelier où nous exposerons nos œuvres en aussi grand nombre que nous le voudrons, et non pas 2 ou 3. Nous inviterons les peintres qui nous plaisent à nous envoyer des tableaux. Courbet, Corot, Diaz, Daubigny nous ont promis d'envoyer des tableaux et approuvent beaucoup notre idée. Avec ces gens-là et Monet, qui est plus fort que tous, nous sommes sûrs de réussir. Vous verrez qu'on parlera de nous. » Et on est en 1867. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour louer tout ça. Donc c'est tombé à l'eau, la guerre franco-prussienne va arriver. Eh bien, en fait, cette idée-là, eh bien, il faudra attendre la fin 1873, décembre 1873, pour la création d'une société qui va organiser la première exposition impressionniste en 1874. Mais l'idée était déjà là. Et donc, dans les décennies suivantes, ce projet donc, de créer une exposition de groupe indépendante, elle aboutira qu'aux célèbres expositions impressionnistes dans les années 70-80. Et en 1880, ce sera même la fin du salon officiel, avec la multiplication des salons dans les 20 dernières années du 19e siècle, organisé par la Société des artistes français, donc le Salon des artistes français, le Salon des indépendants, le Salon de la Société nationale des beaux-arts. Ils ont repris le même intitulé que ce qu'avaient proposé Gautier et Martinet, et Salon d'hiver, et même Salon d'automne au début du XXe siècle. Donc, après avoir vu toute cette fronde contre... là, je vais parler de celui qui a le plus fait parler de lui pour ce salon des refusés, c'est donc Édouard Manet. Édouard Manet, est-ce le dernier des anciens ou le premier des modernes? Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question, je vais essayer de l'expliquer. Quand on regarde les 2 tableaux que vous voyez à gauche, la musique aux Tuileries en 1862 et le déjeuner sur l'herbe, donc ce fameux tableau du Salon des refusés de 1863, quand on regarde ces 2 tableaux, qui représentent un concert en plein air, qui connaît ses heures de gloire à ce moment-là, quand on regarde un déjeuner sur l'herbe, qui est tout simplement un pique-nique à la mode. Je vous rappelle qu'il y a le chemin de fer et donc les Parisiens prennent le train pour aller par exemple à Bougival pour s'aérer le dimanche. Eh bien, ce sont donc la musique aux Tuileries et le déjeuner sur l'herbe, ce sont 2 tableaux qui représentent vraiment la vie contemporaine. Et donc, si on regarde ça, on peut dire que Manet donne donc un témoignage de la vie moderne, et donc il serait donc le premier des modernes. Alors pourquoi ai-je dit c'est peut-être aussi le dernier des anciens? Avant ça, juste pour situer le personnage, son père, Auguste Manet, était haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Sa maman, Eugénie Fournier, elle est la fille du consul de France en Suède, la filleule du maréchal d'Empire Bernadotte, roi de Suède et de Norvège. Édouard Manet est le fils aîné, il y a 3 frères, ils sont 3 frères. Il est né en 1832, Pissarro est né en 1830, Degas est né en 1834, et ensuite tous les autres, Sisley et tout ça, Monet, ils sont nés en 39, 40 et 41.
Voilà. C'est pour situer un petit peu. Donc il est un petit peu plus vieux que les plus jeunes. Hein. Son frère, Édouard Manet, ben, ça va être le futur mari de... comment ? Eugène. Eugène, qu'est-ce que j'ai dit ? Édouard. Édouard, non. Eugène, donc le futur, le mari de Berthe Morisot. Et puis Gustave Manet, qui a été avocat, inspecteur général des prisons, conseiller municipal de Paris. Voilà, donc ce sont trois frères qui sont issus d'une grande bourgeoisie parisienne. Hein. Édouard Manet, il a été élève au Collège Rollin, l'équivalent du lycée Janson-Sally, donc pour la grande bourgeoisie. C'est un élève moyen, ni bon, ni mauvais, il ne brille que dans le dessin et la gymnastique. Au Collège Rollin, par contre, il rencontre Antonin Proust, qui n'a aucun lien de parenté avec le Marcel Proust qu'on connaît, mais qui va être le futur ministre républicain des Beaux-Arts, 2 mois et demi, c'est court, mais... et qui restera toujours son grand ami, toute sa vie, et sera son premier biographe, donc il écrira un ouvrage sur Édouard Manet, et par sa fonction de ministre, il va le décorer de la Légion d'honneur en 1882. Donc il va décorer son copain Édouard Manet. Et j'ai écrit Merci Tonton, parce que un oncle maternel, donc un frère de sa maman, Édouard Fournier, qui est un militaire, mais il est passionné de peinture. Et il a emmené son neveu, donc Édouard Manet, et son copain Antonin Proust, très régulièrement visiter le musée du Louvre, et notamment la galerie espagnole du roi des Français, Louis-Philippe. Et donc, cette galerie, ouverte au public 1 ou 2 jours par semaine, de 1838 à 1848, donc à la fin de la monarchie de Juillet, plus de 500 tableaux espagnols dans cette galerie. Des Velázquez, des Zurbarán, Murillo, Goya, Le Greco. Et donc, on peut dire que déjà très jeune, avant même 16 ans, il a donc découvert cette peinture espagnole. Alors, il ira bien en Espagne, comme je vous montrerai tout à l'heure, mais que bien plus tard, en 1865. Mais quand il est jeune, il découvre donc la peinture espagnole, qui va avoir une influence très importante pour sa création. Et ce tonton, il paiera même des cours de dessin supplémentaires à son neveu. Donc, c'est important. Ensuite, Édouard Manet va être élève dans l'atelier d'un peintre, Thomas Couture, d'un peintre académique, qui a remporté le second prix de Rome en 1837. Alors le prix de Rome, hein, c'est le concours le plus haut, le plus important. Quand on était à l'école des Beaux-Arts et qu'on rapportait ce prix de Rome, on pouvait partir aux frais de l'État pendant 4 ans à l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire à la Villa Médicis à cette époque-là, qui existe toujours d'ailleurs. Donc, comme il est deuxième prix, il n'a pas pu partir. Il fallait vraiment être le premier prix pour partir. Mais grâce au succès qu'il a eu avec le grand tableau du musée d'Orsay, les Romains de la décadence, que je vous ai mis là, grâce à ce grand tableau qu'il a présenté au salon de 1847, eh bien, il a pu ouvrir un atelier où se forment de nombreux élèves, dont français et étrangers, dont le plus célèbre est Édouard Manet. Malgré des rapports conflictuels entre les deux peintres, parce que Manet dit ceci: « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, tout ce que nous avons sous les yeux est ridicule, la lumière est fausse, les ombres sont fausses. Quand j'entre dans l'atelier, il me semble que j'entre dans une tombe. » Eh bien oui, mais quand même, il va y rester quand même 6 ans. Il va avoir quand même une formation académique poussée, Édouard Manet, hein, puisqu'il va y rester quand même de 1850 à 1866, il sera donc élève de cet homme-là, Thomas Couture. En plus donc d'aller chez Thomas Couture, il copie aussi au Louvre, hein, en ayant le droit de copier.
c'est pas le droit de parler, là, c'est le droit de copier. Il a copié, par exemple, un tableau du XVIe siècle, du Tintoret. Voilà la copie qu'il en a faite. Donc des maîtres anciens. Mais il copie aussi des maîtres modernes. Par exemple, il a demandé à Delacroix de copier ce tableau qui était au musée du Luxembourg. Je vous rappelle que le musée du Luxembourg, à l'époque, c'était le musée des artistes vivants. C'était le Beaubourg de l'époque, si vous voulez. Donc, il a demandé, et il a fait donc une copie de Dante et Virgile aux Enfers de Delacroix. Et ce n'est pas un hasard que Delacroix sera le seul à défendre le travail de Manet lors du jury du Salon de 1859, et je vais y venir tout de suite. Mais avant, je voulais vous montrer que pendant ces années de formation, il a voyagé, il a fait des copies donc au Louvre et au Luxembourg, mais il a voyagé, vous voyez, il est parti un peu partout en Europe, et à chaque fois qu'il visitait donc des musées des capitales européennes, eh bien, il faisait aussi des copies, par exemple la leçon d'anatomie de Rembrandt, ou bien la Vénus d'Urbain du Titien, en Italie. Donc voilà, il a toute cette formation, il l'a eu, et là je vous ai dit qu'il est même allé à Madrid, mais c'était bien après, vous voyez que là c'est dans les années 50, la décennie 50, et là en Madrid c'est plus tard. Sur sa vie privée, très rapidement, il se marie l'année justement du Salon des Refusés, en 1863. Il se marie avec Suzanne Lenoff, je ne sais jamais comment il faut dire, Lenoff, en Hollande, qui était une mère d'un enfant de 11 ans. Elle est ici. Comment il l'a connue? C'est tout simple. Cette demoiselle est venue, une très grande musicienne, professeure de piano. Elle est venue dans la famille Manet pour apprendre le piano aux 3 garçons Manet. Et c'est comme ça qu'il l'a connu. Et voilà, il a peint plusieurs fois, j'en ai mis un ici, donc Suzanne au piano. Et puis voilà, le fils qu'elle avait, c'est Léon-Édouard Coella. C'est un fils donc naturel de Suzanne. Elle le présentera comme son frère, et non pas son fils. Il sera baptisé. Sa mère sera la marraine, et qui sera le parrain? Édouard Manet. En fait, l'histoire de Léon, de Suzanne et d'Édouard, c'est avant tout une histoire de convenance et d'apparence dans cette famille bourgeoise du XIXe siècle. Dans le milieu que fréquentait la famille Manet, il fallait dissimuler ce qui portait atteinte à la bienséance. Et il a fallu attendre en 1907 pour commencer. Dans un journal que je trouve Journal des Curieux, c'est génial. S'il existait toujours, je crois que je l'aurais tous les jours. Et l'ouvrage de Moreau-Nélaton, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Manet, raconté par lui-même, en 1926, donc bien dans le XXe siècle, pour découvrir timidement la vérité à la lecture du testament d'Édouard Manet. Et dans ce testament, il est écrit « Suzanne Lenoff, ma femme légitime, ma légataire universelle. J'institue, Suzanne Lenoff, ma femme légitime, ma légataire universelle. Elle laissera par testament tout ce que je lui ai laissé à Léon Coella, dit Lenoff, qui m'a donné les soins et les plus dévoués, et je crois que mes frères trouveront ces dispositions toutes naturelles. » Donc on peut penser que les frères étaient au courant. Et il a rajouté sur ce testament de sa main, manuscritement, il a rajouté « Il est bien convenu que Suzanne Lenoff, ma femme, laissera par testament à Léon Coella, dit Lenoff, la fortune que je lui ai laissée. » Donc on peut penser que c'était son fils. Alors il y a des historiens d'art qui ont émis une autre hypothèse, que cet enfant serait le fils du papa Manet. Bon. Quand on lit ça, ça paraît plus plausible que ça soit Édouard. Salon de 1859. Donc la première fois que Manet propose au salon des œuvres. Notamment cette œuvre-là, Le buveur d'absinthe. Et là,
quand on voit les tableaux de Velázquez qu'il a dû voir dans cette galerie espagnole de Louis-Philippe, avec par exemple ici Ésope ou bien Ménippe, eh bien on voit bien qu'il y a une influence entre ces tableaux du XVIIe siècle de Velázquez et le tableau que présente Manet. J'ai essayé de faire un type de pari en mettant dans l'exécution la naïveté du métier que j'ai trouvé chez Velázquez. Donc il nous le dit bien, qu'il a bien observé le tableau de Velázquez pour faire son tableau moderne. D'accord ? On pense aussi qu'il a, puisqu'il connaissait très bien Baudelaire et que Baudelaire le défendait, qu'il avait lu ce poème des Fleurs du Mal qui s'appelle Le vin des chiffonniers. On voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant, se cognant au mur comme un poète. Ça a pu l'aider pour faire son tableau. Baudelaire, donc, il sera, ainsi que Delacroix, le seul membre du jury du salon à le défendre. Et Thomas Couture, quand il verra ce que son élève a présenté au salon officiel, il dira « Mon ami, il n'y a ici qu'un buveur d'absinthe, c'est le pain qui a produit cette insanité. » Ouais. Et ils se sont plus parlé après. En tout cas, ce tableau a été refusé au salon. Ah oui, mais donc j'ai retiré quelque chose parce que j'expliquais qu'il a été refusé parce que trop moderne. Trop moderne pour le salon. Par contre, en 61, c'est le salon suivant. Parce qu'il y a eu toute une période où les salons, au lieu d'être annuels, étaient bisannuels. Donc de 59, on passe à 61. Et là, il expose donc ces deux tableaux. Ici, c'est ses parents. Et il obtient une mention, pas une médaille, mais une mention honorable avec le chanteur espagnol. Et par rapport au tableau sur ses parents, il y a une amie de Madame Manet qui écrit ceci, après avoir vu le salon, elle dit ceci: « Mon Dieu, quelle horreur d'avoir un fils artiste ! Les pauvres Manet ont été peints par leur fils. Quand on connaît monsieur et madame Manet tellement élégants, tellement intégrés dans la grande bourgeoisie parisienne, quelle horreur! On dirait deux concierges dans une loge. » C'est pas gentil pour les concierges en plus. Mais bon, en tout cas, on voit qu'il y avait, tout à l'heure je vous ai montré une influence de Velázquez. Là on peut dire qu'il y a sûrement une influence de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, donc notamment Frans Hals, pour faire, bon là c'est un double portrait, mais vous voyez que c'est bâti un petit peu sur la même chose. Ce chanteur espagnol il reçut donc une mention honorable grâce au soutien de Delacroix et d'Ingres. Et pourtant, d'Ingres l'a soutenu. Et Gautier qui écrit « Caramba, voici un guitarrero qui ne vient pas de l'opéra comique. Velázquez le saluerait d'un petit clignement d'œil amical et Goya lui demanderait du feu pour allumer son papelito. » Et il écrit ceci, Manet: « En peignant cette figure, je pensais au maître de Madrid et aussi à Hals, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. » Tableau donc, qui a été remarqué donc, par les jeunes peintres au début des années 60, c'est Legros, Alphonse Legros, Fantin Latour et Degas. Et donc, Manet, plus que Courbet, va devenir le chef de file, ils ont à peu près le même âge, et donc voilà. C'est par cette reconnaissance officielle avec cette mention honorable. Voilà, donc ça, je vous ai dit, tous ces tableaux, ah ben c'est là que je l'ai écrit, je crois. Voilà, je savais que j'avais mis tous les tableaux refusés et les eaux fortes. Vous voyez que là, l'influence espagnole, elle est visible. À part justement le bain ou le déjeuner sur l'herbe, tous les autres, il y a une influence espagnole sûre. Toutes ces œuvres sont refusées, donc au salon des refusés. Les trois tableaux de M. Manet, et alors il y a eu très peu de défenseurs, mais il y en a certains qui ont défendu cette peinture, et donc cette peinture de Manet. Les trois tableaux de M. c'est Émile Zola notamment, les trois tableaux de M. Manet ont un peu l'air d'une provocation au public qui s'offusque de la couleur trop éclatante. Au milieu, une scène de bain, à gauche, un maraud espagnol, c'est son frère, Gustave, donc le futur mari de Berthe, et à droite, une demoiselle de Paris,
en costume espada, agitant son manteau pourpre dans le cirque d'un combat de taureau. En fait, c'est le même modèle, mais je vais y revenir après. Monsieur Manet adore l'Espagne. Et en fait, on sait qu'il a visité donc cette galerie avec son tonton, mais il y a aussi Théophile Gautier qui a écrit un ouvrage, Voyage en Espagne, et c'est lui qui va l'inciter aussi à partir en Espagne, donc en 1865. Grand scandale, le tableau, comme j'ai dit, est intitulé d'abord Le Bain, et Antonin Proust, qui a été son premier biographe, mais il y en a eu d'autres, mais le premier c'est Antonin Proust, son copain, il écrit ceci: des femmes se baignaient là, à Gennevilliers. Manet avait l'œil fixé sur la chair de celle qui sortait de l'eau. Il paraît qu'il faut que je fasse un nu. Eh bien, je vais leur en faire un. Dans la transparence de l'atmosphère, avec des personnes que nous voyons là-bas. On va m'éreinter, on dira ce qu'on voudra. Donc, bon, ça c'est bien après qu'il a écrit la biographie, il a peut-être un petit peu enjolivé les choses. En tout cas, cette toile qui emprunte son sujet et sa composition à Titien et à Raphaël, et là je vous ai mis, quand on regarde le tableau qui avait été attribué à Giorgione, mais qui maintenant il est attribué à Titien, ce fameux concert champêtre, on voit bien des hommes habillés et des femmes nues. On est bien d'accord. Sauf que ce sont des muses. C'est pas une femme... bon. Et en plus, il s'est servi d'une gravure de Raimondi, mais qui était un tableau perdu de Raphaël. Et quand on regarde bien la gravure, regardez la position des trois personnages que vous voyez là, c'est exactement ce qu'il a fait dans son tableau. Donc, ce tableau, bien sûr, a déclenché scandale, hilarité, etc. On a beaucoup ri. D'ailleurs, les gens allaient au Salon des Refusés pour rire. Le sujet mythologique qu'on voit ici a en effet disparu au profit d'une scène de genre obscène et incompréhensible pour les contemporains, et dans un format réservé à la grande peinture. C'est quand même un assez grand tableau, hein. Il fait quand même 2,65 m sur plus de 2 mètres de haut, donc c'est quand même un tableau assez grand. Donc si c'était un tableau de genre, il aurait dû être déjà... Enfin, c'est un tableau de genre, mais il est fait comme un tableau d'histoire en grand format. Donc, en fait, que fait cette femme nue entourée de deux hommes en habits contemporains assis dans l'herbe? Eh bien, rien. De plus, donc c'est pas une histoire qu'on peut raconter comme ici. Hein? C'est ça. De plus, la facture du tableau est jugée désinvolte et abrupte, avec ses grands aplats de couleurs où les ombres contrastent trop violemment avec les zones éclairées et où les figures sont comme posées devant ce sous-bois esquissé comme un décor. Donc, si vous allez au musée d'Orsay, vous voyez le tout autour, il a bien essayé de finir tous les personnages, et surtout la belle nature morte qu'il y a en bas, ici. Super nature morte. Mais en tout cas, tout autour, c'est vraiment de la peinture esquissée. Ce qu'ils appelaient le non fini, quoi. C'est comme si c'était non fini, voilà. Donc, quand on voit ce tableau, on peut se demander si c'est le dernier des anciens qui a emprunté des idées du XVI ou XVIIe siècle pour faire un tableau moderne. Donc, dernier des anciens ou premier des modernes. Mais je vais continuer d'autres exemples avec Olympia. Olympia, nouveau scandale, donc 2 ans après, enfin c'est le salon d'après, 1865, scandale. Avec Olympia, Manet réinvente le thème traditionnel du nu féminin par le jeu d'une peinture franche et sans compromis. Le sujet, autant que le langage pictural, explique le scandale que l'œuvre provoqua au salon de 1865, même si Manet multiplie les références formelles et iconographiques avec la Vénus d'Urbain, qu'il avait copiée, comme je vous ai montré, de Titien, ou la Marat Desnuda de Goya, que j'ai mis au milieu, là, ou le thème de l'Odalisque à l'esclave noir par Ingres, notamment. Il traduit avant tout, picturalement, un sujet bien contemporain, non idéal. Là, voilà, cette peinture était trop moderne. Alors là, il y aura plein de choses à raconter sur ce tableau, hein, mais
trop moderne, donc grand scandale. Cette Vénus est devenue une prostituée qui défie de son regard le spectateur. Face à cette remise en cause du nu idéalisé, qui était donc le nu académique, fondement de la tradition académique, la violence des réactions fut considérable. Les critiques vilipendèrent cet odalisque au ventre jaune, dont la modernité fut pourtant défendue par quelques contemporains, avec encore à leur tête Zola. Et j'ai mis quelques critiques qu'il y a eu face à ce tableau, les critiques ont été encore plus fortes et plus nombreuses en 65 qu'en 63. Qu'est-ce que cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où, ou bien sorte de gorille femelle, mais jamais on n'a vu de ses yeux spectacle pareil et d'un effet plus cynique. Les femmes sur le point d'être mères et les jeunes filles, si elles étaient prudentes, feraient bien de fuir ce spectacle. Bref, j'en ai pas. Par contre, Manet a été quand même très surpris de cette réaction. Il savait que ça allait, mais ça a été vraiment plus que... il écrit donc à Baudelaire qui était parti à Bruxelles, donc il lui écrit et il lui dit « Je voudrais bien vous voir ici. Les injures pleuvent sur moi comme grêle, je ne m'étais pas encore trouvé à pareille fête. » Donc ça prouve bien que 63 c'était déjà quelque chose, mais alors 65 c'est dur. Et Baudelaire qui lui répond « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas ? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. J'espère que vous m'en voudrez pas du sans-façon avec laquelle je vous traite. Vous connaissez mon amitié pour vous. » Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il avait quand même des gens qui le défendaient. Et donc, dernier des anciens ou premier des modernes, encore une fois, il s'est servi de tableaux anciens pour faire un tableau moderne. Suite à ces scandales, un groupe de jeunes peintres et d'autres se sont rassemblés autour de Manet. On les a appelés le groupe des Batignolles. En fait, c'est les prémices de ce qu'on va appeler les impressionnistes après. Mais pour l'instant, donc on est dans les années 60, c'est le groupe des Batignolles. Et donc avant la guerre de 70, ils avaient l'habitude de se réunir au café Garbois, dans ce quartier neuf des Batignolles. Et donc, on n'a pas de photo. Pourtant, la photo existait, je vous l'ai dit, la naissance de la photo, 1839. Mais on a deux tableaux qui nous montrent des peintres. Donc, un de Frédéric Bazille dans son atelier, où on voit Manet. Donc, j'ai entouré Manet, qui est face à un tableau de Basile, et le Basile, il est à côté de son tableau. Et ici, Manet est aussi dans le tableau de un atelier aux Batignolles de Fontaine-Latour. Voilà, ce sont des groupes qui se sont formés autour de Manet, qui a quand même subi deux grands scandales, en 1863 et en 1865. Et donc les jeunes qui ne voulaient pas suivre la voie académique, eh bien, ils se sont regroupés forcément autour de celui qui provoquait autant de scandales, en fait. Donc, ils étaient tous pour rejeter l'art officiel et inventer un art nouveau. Et en fait, est-ce que l'art moderne serait né ou a été inventé aux Batignolles ? On peut dire peut-être que oui. Donc voilà. Cette toile, donc Argenteuil, a été présentée et acceptée au salon de 1875. Donc on est juste après la première exposition impressionniste. Je vous ai dit que Manet n'a jamais participé aux expositions impressionnistes, mais il les soutenait, mais il n'a jamais voulu. Il voulait donc rentrer par la grande porte dans le système. Argenteuil est une œuvre d'importance notoire car elle correspond à l'une des premières toiles impressionnistes de l'artiste. C'est la technique impressionniste avec les virgules, les coups de pinceau. Durant l'été 74, Claude Monet invita son ami Édouard Manet à le rejoindre afin de capter l'ensemble, les incessants jeux de lumière sur l'eau. Et ce tableau, il en a fait d'autres. Il a fait donc Claude Monet qui peignait dans son atelier flottant. Donc, voilà. C'est pas lui qui a inventé cet atelier flottant, c'est Daubigny qui avait fait ça
Parce que quand on lit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'art, on nous parle toujours de Monet avec son bateau, hein, pour aller au plus près de l'eau, mais en fait, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Daubigny. Et il a fait aussi celui-là avec toute la famille. Donc, si je ne me trompe pas, il y a Camille, il y a Claude, et puis il y a Jean. Et donc, ce tableau, en 1875, a été un scandale. Et là, j'ai mis ceci. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Manet et Manette. Mais que font-ils? Ils sont en barque, à ce que je crois. Mais ce mur bleu, c'est la Seine. En êtes-vous sûr? Dame, on me l'a dit. Vous voyez, c'était des critiques très fortes comme ça. Et donc, ce bleu, vraiment, était offusquant, intolérable. Fleuve indigo, massif comme un lago, droit comme une muraille. En fait, il n'y avait pas du tout de perspective, ni rien. C'était comme un mur derrière les personnages. Et donc, voilà, ça a déclenché un scandale. Voilà. Et on est en 1875. Alors, très rapidement, il a fait quand même des peintures d'histoire, comme ici, l'histoire religieuse. Bon, je ne vais pas lire tout ça. Ça va aller plus vite comme ça. Celui-là, je vais rester un petit peu plus avec l'histoire contemporaine. Mais vous savez, Géricault avait fait aussi avec le radeau de la Méduse. Il avait fait un grand tableau d'histoire contemporain de son époque. Delacroix avec la liberté guidant le peuple, c'est ça, avait aussi fait une histoire. Et lui, il a voulu faire, après ses refus successifs du salon, et l'exposition et l'échec de son exposition à l'Alma, c'est en 1867, quand il a fait son pavillon, comme Courbet avait fait le sien, ça a été un échec. Donc après tous ces échecs, il a voulu montrer qu'il était capable de réaliser un grand format d'histoire, et il a fait donc l'exécution de Maximilien avec 2 versions. Donc et comme ses prédécesseurs, c'est ce que je viens de dire, donc il a fait, lui, l'exécution de Maximilien d'Autriche que Napoléon III avait mis sur le trône du Mexique. Et en fait, devant cette composition, Auguste Renoir se serait écrié « C'est un pur Goya ». Et pourquoi il dit ça? À cause de ça. C'est un pur Goya, El 13 de Mayo. Et pourtant, Manet n'a jamais été plus lui-même. Alors là encore, dernier des anciens ou premier des modernes, hein? Il a fait beaucoup de portraits, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait la même personne avec, je crois que j'avais pris Olympia, c'est ça, et non, c'était, je ne sais plus, enfin bref, c'est donc Victorine Meurant. Il a beaucoup peint. Elle a été aussi le modèle de son professeur, Thomas Couture. Et puis cette Victorine Meurant, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'elle a aussi été peintre, après avoir fait toutes ces années de modèle. Elle a participé à 6 salons officiels, au salon officiel, après 1876. Il a peint beaucoup sa femme, comme je vous ai dit, avec celui que je vous avais mis au piano, donc c'est un professeur de piano. Il a peint, on va dire, son fils. Et quand on regarde ce tableau, les bulles de savon, regardez, Chardin au XVIIIe siècle, regardez, dernier des anciens ou premier des modernes? Il a peint Berthe Morisot, qui va devenir sa belle-sœur. Il en a fait plus d'une dizaine de tableaux de Berthe, dont celui-ci, le balcon, puisque dans ce tableau, on voit Berthe Morisot, donc, qui est ici. À côté, il y a Fanny Claus, qui était une violoniste et qui était une copine de Madame Manet, de Suzanne, qui s'est mariée avec un peintre, Pierre Prin. Derrière, l'homme, c'est Antoine Guillemet, qui était un peintre. Et puis, on le voit très peu, mais dans l'ombre, là, il y a Léon. Il est là, Léon. Et donc, ce tableau
qui a été présenté au salon de 1869, a eu des critiques aussi. Fermer les volets, ironise le caricaturiste Chan, tandis qu'un critique s'attaque à Manet, qui fait de la concurrence au peintre à bâtiment. Ce vert, indisposé, tout le monde. Enfin, quelle agression! Et en plus, le bleu de la cravate, alors on ne le voit pas bien mais le bleu, il est vraiment très, très, très fort. Et donc, voilà, ce tableau, alors, j'ai trouvé ça, et c'est incroyable, c'est dans un dictionnaire, le grand dictionnaire universel du 19e siècle, il y a écrit ceci pour ce tableau-là, le balcon. Ce tableau a été exposé au salon de 1869. Il est un de ceux qui ont contribué à former cette réputation d'excentricité réaliste, cette renommée de mauvais goût qui s'est attachée à M. Manet. C'est quand même fort. Et regardez, là aussi, il aurait pu dire c'est du pur Goya. Les marasses au balcon, bon là ce sont des prostituées. Et ce n'est pas des prostituées qu'il a fait, Manet, mais vous voyez qu'il s'est quand même inspiré d'un tableau de Goya pour faire son tableau, donc encore une fois, dernier des anciens ou premier des modernes. Ensuite, il a fait la vie parisienne, enfin, ça c'est tous les tableaux que Degas en a fait énormément aussi, donc tous les cafés-concerts, etc., les serveuses. Et celui-ci, l'un de ces derniers, contrairement aux apparences, ce bar aux Folies Bergères n'a pas été peinte donc, sur place, au bar des Folies Bergères, mais il a été peint quand même en atelier, mais avec la vraie serveuse, c'est-à-dire Suzon, donc, qui est venue dans l'atelier pour faire ce tableau. Nous ressentons un malaise devant ce tableau au-delà de la mélancolie de Suzon. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air très gaie. Hein. Car nous ne comprenions pas ce tableau au premier regard, avant de s'apercevoir qu'elle se trouve devant un miroir qui nous renvoie à la salle du café-concert. Mais le reflet de Suzon dans le miroir nous propose une vue étrange de son dos, en décalage avec la vue de face. Et l'homme en haut à droite, ici, il paraît nulle part dans le réel. Parce que dans le réel, il devrait être devant Suzon. Mais s'il était devant Suzon, on ne verrait pas Suzon. Donc, l'image ne coïncide pas avec le reflet. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand je parlais tout à l'heure qu'il avait des natures mortes qu'il faisait, là, il y a des natures mortes sur le comptoir du bar de toute beauté. Mais il y a plein de choses à dire. Ici, regardez. On voit une trapéziste, là, juste les jambes de la trapéziste. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce tableau. Achevé 1 an avant la mort d'Édouard Manet, Un bar aux Folies Bergères est une parfaite synthèse de ce qui fait l'art de la deuxième moitié du XIXe siècle. Une retranscription de la vie moderne, c'est pas une scène d'histoire, des héros anonymes, Suzon, c'est pas... Napoléon III, ou bien n'importe. Une atmosphère typiquement parisienne et une composition calibrée comme une photographie où le hors-champ est aussi signifiant. À cela s'ajoutent les grandes qualités picturales de Manet qui maniait si bien le noir et avait le chic de glisser dans ses grandes compositions de très belles natures mortes, comme ici au premier plan, c'est ce que je disais. Donc, pour finir, Édouard Manet est décédé donc le 30 avril 1883 à l'âge de 51 ans des suites d'une ataxie locomotrice résultant elle-même d'une syphilis contractée à Rio. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il était parti à Rio en bateau, enfin bon, je n'ai pas raconté tout. Hein. En tout cas, il aurait contracté la maladie, outre les nombreuses souffrances et la paralysie partielle des membres qu'elle lui avait causée, a ensuite dégénéré en une gangrène qui a imposé de lui amputer le pied gauche 11 jours avant sa mort. Et l'enterrement donc a eu lieu le 3 mai 83 au cimetière de Passy, en présence notamment d'Antonin Proust, donc son copain de collège,
d'Émile Zola, d'Alfred Stevens, de Claude Monet et d'Edgar Degas. Et d'Edgar Degas a dit « Il était plus grand que nous ne pensions », a dit Degas aux obsèques de son ami Manet. Et je pense que là, j'ai fini ma conférence. La prochaine conférence, ça sera tout à fait autre chose. L'exposition universelle de 1867 pour parler du japonisme et de ce peintre dont j'ai un peu parlé, de Whistler. Donc ce sera le mardi 23 avril, ici même à 20h30. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, je sais que j'ai trop donné d'informations, mais j'ai parti toute ma série comme ça, avec trois parties à chaque fois. Je referai plus, ça c'est sûr. C'est tellement plus facile de faire sur le japonisme. Vous venez pour le japonisme, et pour moi c'est plus facile à préparer. Je peux en dire plus développer. Parce que là, j'ai voulu faire un événement fort de l'année, artistique. Le salon est refusé, c'est le salon officiel. Là, c'est l'exposition universelle. Qui, de cet événement, m'amène à un thème comme le japonisme, ou bien le réalisme, ou bien ce que j'ai fait, le néoclassicisme, le romantisme et tout ça. Et finir avec un peintre qui symbolise ça, quoi. Donc j'ai voulu faire trop et je m'aperçois que pour vous ça peut être dur, mais moi c'est très dur aussi. Non, c'est bien. Parce que je trouve que si tu les as Alors, moi j'aimerais bien avoir un peu plus d'explications sur la comparaison entre l'académisme, c'est donc du visible, et l'autre c'est visible. Alors, est-ce que c'est une acception officielle ou est-ce que c'est... parce que pour moi, si je n'ai pas la culture, c'est pas lisible pour moi. Si je ne connais pas l'histoire de la... c'est ça. Donc la lisibilité est nulle, en fait. Donc c'est plutôt quelque chose qui demande une culture... je ne sais pas. Entre visible et visible, pour moi, cette comparaison, pour moi, elle est un peu... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais, lisible, c'est bien pour apprendre. La lecture, c'est un apprentissage. Et donc... pas forcément. Ah si. C'est quand même la lecture, tu es obligé d'apprendre. Avant, oui, mais après... Ah non, mais après... la visibilité est quelque chose que tu sais déjà lire. Oui, non? Mais ce que j'ai... Oui, mais attends. L'académie, c'est justement, pour comprendre tous ces tableaux, que ce soit des tableaux religieux, mythologiques et tout ça, il faut avoir un savoir, une connaissance, donc il faut apprendre ça, et quand tu sais ça, après tu peux, devant le tableau, apprécier le tableau ou pas. Mais c'est parce que tu as la connaissance, comme le peintre a la connaissance pour le faire. Par contre, l'art moderne, après, on est plus sur la matérialité du tableau, sur ce que j'ai appelé visible, sur les yeux plutôt que le cerveau. Mais ça, c'est ce que je comprends. Ça. Et donc, alors ça commence là avec ce genre de peinture, mais si on étire tout le long, par le cubisme, le fauvisme, l'art abstrait et tout ça, c'est bien ça. L'art moderne, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas besoin de connaissances, on voit de la peinture. Et d'ailleurs, on voit vraiment que c'est de la pâte, hein. C'est pas de la peinture lisse, etc. Donc on est dans le visible, donc dans les yeux plutôt que le cerveau. C'est ça. Oui, mais ça j'accepte. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi. La visibilité, pour moi, ça m'a fait... Oui, je comprends aussi. Oui, parce que cette peinture est faite pour les bourgeois qui ont une culture, et du coup, c'est visible. Voilà. Mais tu sais, mon association, elle s'appelle Histoire de l'art pour tous. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire comprendre le maximum de choses, quoi. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus où je l'ai trouvé, mais cette histoire, ça fait un peu jeu de mots entre lisible et visible, mais ça fait bien comprendre la différence et cette bascule qu'il y a eu entre tout cet art qui était donc plutôt... narratif, en fait. L'histoire narrative, et l'histoire qui ne raconte rien, quoi.
comme Bataille qui dit le silence de la peinture. Quoi. Tu vois, et je pense que c'est le genre de truc, et c'est tout bête, mais ça permet de comprendre entre cette peinture académique lisible, parce qu'il faut apprendre à lire cette peinture, et l'autre elle est visible, et on va arriver même à l'art abstrait, il n'y aura même plus d'éléments. C'est juste des moyens un petit peu pour comprendre un peu. Et ça vient aussi de la modernité, hein, le train, ça leur permet de sortir, etc. Ils vont peindre ce qu'ils voient, et moins se travailler en atelier avec, sur leur connaissance biblique ou mythologique. Ouais. Après, c'est sûr, on ressent. On le vit tous. Michel, t'as pas une question? Non, moi j'ai fait un effort. Je passe à la conférence et la suivante. Non, juste, oui, j'avais une petite question. C'était par rapport au tableau de Goya, qui ont lieu, qui sont bien antérieurs à ceux de, à ceux de Manet. Ces tableaux-là, finalement, au niveau du scandale que ça pouvait faire, ces tableaux-là de Goya n'ont pas fait scandale. Non. Parce que Goya, si je me souviens bien, il avait deux types de peinture. Il avait la peinture officielle qu'il faisait avec les portraits des rois, etc. Et puis la vision plus personnelle, des tableaux qu'il faisait pour lui avant tout. On est en romantisme. Voilà. On est dans le romantisme. Ouais. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, du coup, c'est là que tu vois l'imbécilité des académistes. Ben ouais, ben c'est ça. Ben oui. Parce ils étaient incapables de sortir de ça, parce que finalement, quand tu vois le tableau que tu as montré de la naissance de Vénus, moi je trouve que c'est un tableau d'une platitude. Et je vois aucun intérêt à ce tableau-là, alors que l'autre, tu vois les personnages qui ressortent du tableau. Ouais, mais tu t'appelles pas Napoléon III. Ouais. Et tu n'as pas peut-être 20 000 francs. Non, mais en fait, et la prochaine fois, quand je parlerai du japonisme, je vous expliquerai aussi comment le japonisme a transformé toute la peinture. C'est très important, là, je vous ai mis l'opposition entre la peinture académique et la peinture moderne, mais la prochaine fois, avec le japonisme, vous allez... Quand vous voyez un tableau de Monet, vous ne pensez pas que c'est Japon. Et pourtant, je vous montrerai que c'est l'influence du Japon qui a fait que toute cette peinture, Degas était un japonisant incroyable. Whistler, puisque je l'ai pris, Whistler bien sûr aussi, et tout ça, je vous expliquerai ça, cette nouvelle vision. En fait, les académies avaient les yeux tournés vers l'Italie. Donc, la peinture de Raphaël, machin, tout ça. D'accord. Les romantiques ont tourné les yeux vers la Hollande et vers l'Angleterre. Et l'Espagne. La Hollande et l'Espagne. Ouais. Et à cette époque-là, quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, il a été forcé, puisque ce sont les Américains qui sont allés avec les navires. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, quand le Japon s'est ouvert, eh bien, toutes les estampes japonaises, mais pas que ça, mais notamment les estampes japonaises qui sont arrivées en Europe et à Paris, eh ben, c'était toute une autre façon d'appréhender la peinture. Et donc les jeunes qui voulaient sortir de tout ce système académique, eh bien, ils avaient une autre façon de voir par ces estampes et ça a changé toute la peinture. Et la prochaine fois, donc, j'essaierai d'expliquer ça. Le possible. J'ai essayé de le faire hier, elle était là, j'ai essayé de le faire. Mais c'était plus... Là, j'ai bien aimé, moi, cette présentation-là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais l'autre, c'est ce que j'ai dit, en fait. Ce que tu as vu hier, donc c'est... En fait, toi aussi. C'est bien. Mais je le refais toujours, parce que je m'aperçois en vous le disant, quand c'est la première fois hier, c'est la première fois que je présentais cette conférence-là, je vois tout ce qu'il faut que je modifie.
Et donc, la prochaine fois, ça sera modifié. Là aussi, celle-là, elle a été modifiée. À chaque fois, je remodifie en fonction des questions aussi, ou tout ça. Non, mais hier, sur celle-là, tu es passé vite, alors qu'en fait, il faut avoir le temps de voir les estampes japonaises, il faut avoir le temps de voir les 4, à chaque fois tu avais mis 4 œuvres, donc on n'arrivait pas à les voir à la 4e que tu passais déjà à la diapo suivante, tu vois, voilà. Donc ici on prend le temps, c'est parce qu'il me presse tout, tu il faut prends que je juste le temps fasse en ici. 1 heure. Je reviendrai au japonais, mais tu Non, vas mais pas te voir, je vais peut-être... on a le temps de C'est voir. deux fois, il faut y aller 2 fois à chaque fois, c'est compliqué quand même. Non, il y a que ça que j'avais bien aimé, mais moi j'aime bien la symétrie, justement. Dans celle-là, il y avait énorme exposé. Pas d'autres questions? En tout cas, merci à vous d'être venus. Non, c'est très bien. Donc la prochaine fois, on se voit le 2 avril avec Franck Chauveau pour comment diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre aux Jeux Olympiques. Même que tu fais déjà